JT de vuedailleurs.com. Merci d'être avec nous pour suivre ce journal consacré à l'actualité développé sur le site fondé et dirigé par Cédric Leboussy, vuedailleurs.com. Des litres et des litres d'alcool ont atteint leur date de péremption. Faute d'être consommés, ils vont être déversés dans les égouts. Les ventes de bière en bouteille dans les magasins n'ont pas suffi à compenser les chiffres des fermetures des bars. Certaines brasseries ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 70 à 80%. Les brasseurs allemands demandent donc de l'aide au gouvernement qui a fermé ses établissements à nouveau en novembre dernier. La crise est aggravée par le fait qu'ils ne reçoivent pas les aides d'État accordées aux bars et aux pubs. Certains demandent donc la réouverture de la restauration en plein air aux alentours de Pâques. Voilà, plus d'informations sur ce sujet sur le site vuedailleurs.com. A tout de suite pour l'actualité en France. L'actualité en France, les vacances d'hiver se terminent pour une grande partie des citoyens français. La situation touristique aura été moins pire que redoutée, même si elle n'est pas la même pour toutes les stations de ski. Si certaines stations de basse altitude s'en sortent à peu près pour ces vacances de février avec des taux de remplissage pouvant aller jusqu'à 75%, celles de haute altitude sont évidemment beaucoup plus à la peine. En moyenne, le taux de fréquentation, toutes stations confondues, dépasse à peine les 30%, avec des prix logiquement parfois divisés par 4. Les Français se décident à partir en dernière minute et il n'y reste que quelques jours. Si les remontées mécaniques sont certes fermées, d'autres activités de plein air peuvent avoir lieu comme les raquettes, le ski de fond ou encore d'autres comme les balades en chien de traîneau. Petit bilan de cette saison donc touristique au sport d'hiver sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale, on s'intéresse à la démocratisation du Bitcoin. En un an, la valeur d'une unité est passée de moins de 10 000 $ à plus de 50 000 $. De nombreux investisseurs particuliers en achètent aujourd'hui par l'intermédiaire de sociétés comme Coinbase et BitPay. Mais cela ne leur permet pas toujours de pouvoir dépenser leurs coins dans la vraie vie. Alors que peut-on réellement acheter avec ces Bitcoins? Beaucoup de choses, mais pas toujours très facilement, même si la situation s'améliore de jour en jour. Parmi les noms les plus mainstream, on retrouve Microsoft ou encore Home Depot. Certaines applications comme l'Apple Store permettent également de payer des billets d'avion en convertissant des bitcoins en argent fiduciaire, et ce en temps réel. Tesla fait également une annonce fracassante sur le fait qu'il était possible d'acheter ses voitures avec des bitcoins. Et puis autre exemple d'avancée, PayPal a donné il y a peu à ses clients aux États-Unis la possibilité d'acheter, de vendre ou de détenir des crypto-monnaies sur ces plateformes. Voilà tous les détails sur le site vuedailleurs.com. L'actualité culturelle entretient tout de suite avec Guillaume Sommerer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à BFM Business et présentateur d'émissions sur la chaîne notamment dédiée aux épargnants. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions du Rocher, dont un guide d'infos pratiques et de réflexion sur les placements verts, mythes ou réalités, ce que les gens peuvent gagner à y investir. Et vous venez nous en parler aujourd'hui justement de ces placements verts. Guillaume, face à une demande d'éthique financière accrue, ils connaissent un boom assez extraordinaire. Quelles sont ces offres? Déjà, présentez-nous un petit peu les placements qui existent. Alors ça, on a l'embarras du choix désormais quand on veut investir éthique, c'est ce qui est bien. Alors quand on a le choix, on a beaucoup d'embarras aussi, on pourra en parler, mais on peut investir en bourse à travers des fonds labellisés socialement responsables. Il y a un label d'État qui garantit que les fonds dans lesquels vous investirez sont positifs, vertueux. Il y a un certain nombre de critères sur lesquels les actifs qui composent les fonds, les entreprises présentes dans ces fonds
sont en effet positifs pour l'environnement, pour la société, etc. Donc il y a des fonds en bourse, vous pouvez investir dans les thématiques de l'eau, dans la thématique de la santé aussi, vous pouvez investir dans la thématique des entreprises familiales également, qui apportent une pérennité quand même à l'investissement. Donc vous avez la bourse, vous avez bien évidemment aussi de plus en plus de produits de placement, parce que la réglementation, depuis la loi Pacte, la réglementation pousse les différents acteurs des placements à proposer aussi des produits vertueux. On le voit dans l'assurance vie par exemple, les unités de compte désormais qui vous sont proposées doivent en partie être socialement responsables, c'est une obligation réglementaire. Les PER, on voit les plans d'épargne retraite pour ceux qui veulent préparer leur retraite, et je crois que c'est le cas d'à peu près nous tous, et bien ces PER qui se développent depuis maintenant 1 an et demi doivent aussi proposer tous une option solidaire. L'épargne salariale, souvent vous avez remarqué, quand votre entreprise vous propose de l'épargne salariale, souvent il y a une option, un fonds, au moins un fonds socialement responsable aussi. Donc on voit que tout ça se développe. Et puis le dernier placement qui est en train de se convertir lui aussi à l'éthique, c'est l'immobilier. L'immobilier, ce sont quand même 25% des émissions de CO2 en France. C'est le secteur qui pollue le plus, l'immobilier. On parle toujours des transports, mais c'est l'habitat, le logement, l'immobilier qui pollue le plus. Eh bien, on voit aussi de plus en plus de produits plus socialement responsables apparaître. On voit même désormais le label ISR, socialement responsable, s'appliquer à certains produits immobiliers. Est-ce que ce label, pour l'obtenir, les critères sont difficiles à... Les critères, j'imagine, sont très précis, mais est-ce qu'ils sont difficiles à être ciblés ? Ils le sont de plus en plus. On va dire que ce label, il y a quand même des trous dans la raquette. Jusqu'ici, vous pouviez être labellisé socialement responsable et quand même proposer dans vos fonds des groupes pétroliers, des groupes gaziers. L'important, c'était l'impact global du fonds. Maintenant, il va falloir que l'impact de chaque actif, de chaque société présente dans un fonds ISR, socialement responsable, soit positif pour l'environnement. Alors ça, c'est tout nouveau et ça va évidemment pousser les différents acteurs financiers à être de plus en plus exigeants, de plus en plus restrictifs aussi, sans aucun doute. Mais le côté positif, c'est que les entreprises, du coup, vont vouloir continuer d'être présentes dans ces fonds et donc vont transformer sans doute leur activité de plus en plus aussi pour pouvoir rester éligibles. C'est le côté vertueux. On est sans doute au tout début d'un cercle vertueux, même si on n'a évidemment pas encore atteint la perfection. Il reste des trous dans la raquette. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont pour l'instant encore loin d'être conquis ? Est-ce qu'il y a encore certains qui échappent à ces placements verts ? Il y a certains secteurs, oui, le charbon par exemple, tout ce qui produit du charbon, ça va être compliqué pour les producteurs de charbon d'intégrer des fonds socialement responsables. Les banques d'ailleurs, de moins en moins, acceptent de financer les activités liées au charbon. On voit BlackRock, le géant de la gestion financière mondiale, annoncer aussi qu'il souhaitait liquider ses positions dans tous les producteurs de charbon ou dans tous les groupes qui réalisent 25% de leur chiffre d'affaires, au moins 25% en lien avec le charbon. Donc évidemment, il y a des secteurs qui resteront sales par nature, mais certains sont en conversion et je crois qu'il faut d'ailleurs les encourager. Beaucoup de géants pétroliers, par exemple, sont en train de faire des efforts. Alors, on voit Total qui prévoit d'ici 10 ans de faire baisser la part de produits pétroliers dans ses ventes. Les produits pétroliers, ce ne sera plus dans 10 ans que 30% des ventes de Total. Donc, ça va changer. Les énergies renouvelables montent en face. On voit également de grands acteurs comme Shell annoncer 6 milliards d'euros d'investissement par an, 6 milliards par an dans la recherche et développement pour la transition énergétique. Et la raison pour laquelle il faut encourager ces grands acteurs, c'est que ce sont eux qui vont faire changer le monde. Bien sûr, il y a les petites startups, les petites sociétés, les pure players de l'hydrogène, etc., dont on a besoin. Mais l'argent, il est où ? Il est chez les mastodontes. Et on ne pourra sans doute pas transformer le monde sans les géants qui ont construit le monde de l'après-guerre. On aura besoin d'eux parce que ce sont encore aujourd'hui les groupes les plus influents. Comme dans l'aérien, on dit toujours il va falloir que les avions polluent moins. Vous ne pourrez pas le faire sans Airbus, vous ne pourrez pas le faire sans les compagnies aériennes. Donc il va falloir les y aider et de plus en plus de fonds les y encouragent. Ils commencent à le faire. Exactement. Puis il y a le pouvoir actionnarial aussi pour essayer de pousser les managements justement à opérer cette transition énergétique et culturelle. Est-ce que ces placements verts, Guillaume, ils sont tous rentables, certains plus que d'autres évidemment ? Alors globalement, ils sont rentables sur les marchés financiers ces dernières années et pas que l'an dernier, qui était une année spéciale puisqu'il y avait le coronavirus. Sur 9 ans, par exemple, les fonds les plus socialement responsables ont une performance boursière 2,5 fois supérieure au moins responsable. Donc on voit qu'il y a quand même un lien malgré tout. Vous allez me dire c'est une corrélation, c'est pas forcément un lien. Mais si, il y a un vrai lien, il y a une causalité parce que les fonds socialement responsables sont positionnés sur les énergies de demain quand même. La moitié de la hausse d'électricité attendue ces prochaines années viendra des renouvelables dans le monde. Donc évidemment, il y a toutes ces sociétés qui montent en puissance, de l'éolien, la Vestas par exemple, un géant européen qui a gagné 72% l'an dernier en bourse. Voilà, on voit également dans la thématique de l'eau une belle performance aussi. Le traitement de l'eau, c'est une thématique amenée à monter en puissance avec l'urbanisation qui se poursuit. On estime que dans les prochaines années, 2 milliards d'êtres humains vivront en stress hydrique. Donc il y a un véritable enjeu, traitement, acheminement de l'eau. Et on voit que ces fonds liés à l'eau gagnent sur 9 ans, pareil, 6,5% par an. C'est quand même pas mal. L'an dernier, ils ont fait
fait encore mieux avec la crise sanitaire. Ils ont progressé en moyenne de 10 à 15%, là où le CAC 40 perdait 5%. Donc c'est pas une garantie de performance, mais on va dire qu'on est quand même en train d'investir sur le monde de demain, et forcément c'est ça qui va attirer de plus en plus les flux d'argent, d'autant qu'il y a des plans de relance aujourd'hui, européens, américains, etc., qui vont drainer des dizaines de milliards d'euros sur ces thématiques encore plus donc ces prochaines années. Et enfin, dernière question, vouloir investir dans ces énergies nouvelles, dans demain, dans le durable, c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent. Est-ce que c'est forcément une garantie en investissant dans ces placements verts qu'on aide la planète ? C'est pas une garantie, non, d'autant que, évidemment, quand on est en train d'investir dans un fonds bon pour le climat, on n'investit pas forcément dans un fonds bon pour la biodiversité. On parle toujours de lutte contre le réchauffement climatique, c'est très bien, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité ? Ce sont deux sujets différents, par exemple. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans ce livre, c'est une forme d'éducation aussi de chacun. C'est quand vous cherchez un placement vert, quels sont vos objectifs ? Ce qui est bon pour le climat ne sera pas forcément bon d'un point de vue social, par exemple. Quand vous encouragez la transition énergétique, vous participez à détruire des emplois dans des grands secteurs qui emploient beaucoup de monde, qui sont les secteurs liés aux énergies fossiles. Mais voilà, socialement, il y a aussi un impact. Quand vous voulez verdir le logement, c'est très très bien, il le faut, c'est bon pour l'environnement, mais ça entraîne des logements qui seront amenés à être de plus en plus chers également, parce que les matériaux dont on va pouvoir faire usage sont eux aussi un peu plus haut de gamme qu'avant. Donc tout ça, c'est de la R&D, de la recherche et développement, c'est pas gratuit. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde fini, et les placements 100% éthiques, 100% vert, bref, pur et parfait, ça n'existe pas de toute façon. Donc définissez bien, ciblez bien vos objectifs, avancez comme ça, et c'est ainsi que vous trouverez sans doute le plus probablement votre bonheur. Et tout ça, on l'apprend dans votre livre « Les placements verts, mythes ou réalité, ce que vous gagnerez à y investir », qui est disponible, on le rappelle, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Sommerer d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce JTVuDailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.